coup. Très heureux d'être là parmi vous. Très heureux que les Meetup Rust reprennent. On se revoit tous ensemble en chair et en os. Toujours un plaisir. Et du coup, merci à Stockley qui organise tout ça, d'une main de maître, si je puis dire. Du coup, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de WebAssembly, mais pas de WebAssembly côté front, parce qu'on entend parler souvent et qu'on en a assez, mais plutôt WebAssembly côté back-end, autre chose que du WebAssembly qui tourne dans le browser. Et en plus de ça, il y aura du Rust avec, parce que le Rust, c'est cool, et en plus, c'est le langage de mieux supporter pour faire du WASM, donc autant en profiter. Je me présente rapidement, Benjamin Kounen. Je suis belge, pour ceux qui ne situent pas trop la Belgique. C'est le pays qui devait gagner la Coupe du Monde en 2018. Ça, c'est une autre histoire, mais on peut en débattre longtemps. Non, mais je plaisante, on vous l'a donné. Mon Twitter, Benji25. Je parle pas mal de Rust et de WebAssembly et de l'aspect autour des compilateurs et tout ça. Et je bosse chez Apollo. Il y a une petite équipe qui font du Rust chez Apollo. Ça existe, il n'y a pas que du JavaScript. Et qui fournit du tooling autour de GraphQL pour que ce soit très performant. Pas comme en JavaScript. Alors, oula, laissez pas tomber la petite fontaine. Du coup, de quoi on va parler? On va parler de l'historique vite fait de WebAssembly. Je vais essayer de tenir les 20 minutes. On va parler de la spec en soi de WebAssembly, parce que tout le monde voit ça comme, je sais pas, comme un outil ou une technologie, mais ça reste une spec, un langage, un assembleur. On va parler un peu de l'écosystème et des cas d'usage qu'on peut en avoir côté back-end, pour pas qu'on ne parle que du front, parce qu'on ne parlera pas du front forcément. On va parler des outils et des livres, et on va passer à un petit côté exemple, effet logo, tout ça. Alors, côté historique, la première version elle a été créée en 2015, c'est créé et maintenu par le W3C, parce qu'à la base, ça a été créé pour pouvoir exécuter du code autre chose que du JavaScript dans le browser, et que ce soit plus performant que JavaScript. Pourquoi plus performant? Parce que déjà, c'est un assembly, donc déjà c'est plus restreint au niveau des instructions, donc on n'aura pas la partie parsing qu'on a en JavaScript quand on va lancer JavaScript. Ensuite, il n'y a pas de garbage collector, donc on n'aura pas ce coup de garbage collector, c'est un langage à pile, on va voir juste après. Et du coup, à la base, c'est plutôt maintenu, ça a été plutôt poussé et maintenu par Mozilla, qui a un peu lâché l'affaire, je dirais. Et maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs autour de ça, comme Google. Il y a Fastly, et je pense qu'il y a pas mal AWS aussi qui pousse. Fastly, ils poussent pas mal parce qu'ils ont embauché l'équipe de Mozilla qui bossait autour de WebAssembly. Ils ont pris toute l'équipe et ils l'ont pris chez Fastly. Et du coup, eux, c'est pour lancer dans des workers, faire du edge computing et tout ça avec du WebAssembly. Donc plutôt des use cases côté backend, et eux, du coup, ils essaient de pousser un peu plus la spec, qu'elle soit évoluée un peu plus côté backend que juste front-end. Ce qui est plutôt cool, et en même temps ils essayent de plier un peu le système de base, mais c'est intéressant. WebAssembly, si on parle de WebAssembly, du coup c'est un assembleur. Là par exemple on a un petit module WebAssembly avec une fonction add qui prend deux paramètres, integer32 et un résultant integer32. Ce qui est bien avec le WebAssembly, c'est que c'est plus ou moins lisible et compréhensible par le commun des mortels, mais rassurez-vous, c'est très rare quand on en écrit nous-mêmes, sauf si on aime se faire du mal, ça existe, et je ne juge pas. Et donc, c'est pour ça que généralement les gens qui font du WASM, en fait, ils voient pas ce qui se passe derrière, ou ils voient même pas cet aspect-là. Ils se disent juste, je fais du WASM, ça compile dans un truc, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça s'exécute dans mon browser et je suis très content. Et il paraît que c'est ultra performant, donc on va utiliser ça. Sauf que non, on verra par après que ça ne marche pas comme ça. On va justement parler un peu d'aspect. Si par exemple ici, j'essaie de faire une opération qui est 5 plus 2, qui va normalement me donner 7. C'est assez simple. Comme je disais, WASM, c'est un langage à pile. Donc on a une pile partagée et on ne va pas passer des arguments, on ne va pas utiliser des registres pour mettre les réponses ou des paramètres aux arguments dans des registres.
tout passera par la stack partagée. Et donc, par exemple, quand on va faire un add, la réponse ira dans la stack et il ira chercher ses paramètres dans la stack. On va le voir juste là maintenant. On a une première instruction qui s'appelle i32.const5, ça dit juste met le numéro 5 qui est un i32 dans la stack. Donc là on a l'exécution de ces instructions. On a un i32.const2, donc pareil, si vous avez suivi, ça met 2 i32, enfin ça met le chiffre 2 qui est en i32 dans la stack, et ensuite, petit trick, attention, c'est facile à suivre. On a un i32.add qui dit de faire une addition entre deux i32. Qu'est-ce que dit l'aspect de Wasm? Ce qui est bien avec l'aspect de Wasm, c'est qu'elle est plutôt bien faite. Après, c'est mon avis, mais je la trouve plutôt bien faite. Et ce qui est aussi marrant, c'est que du coup, vu qu'elle est bien documentée, vous pouvez facilement, si vous voulez vous amuser sur votre temps libre ou le week-end, à implémenter votre propre runtime Wasm. C'est assez simple à faire dans n'importe quel langage, parce que c'est bien documenté. Et comme il n'y a pas beaucoup d'instructions, on sait facilement l'implémenter. Bon, après, il y a des petits soucis d'optimisation à faire et tout ça, mais ça, c'est pas le dimanche soir et le soir qu'on fait ça. C'est quand on est payé pour le faire. Donc ici, l'instruction add, elle indique que, en fait, la norme indique que on va prendre les deux derniers éléments qu'on a mis dans la stack, on va les additionner ensemble et la réponse, on va la mettre dans la stack. Donc tout à l'heure, on avait 5 et 2, on les a ajoutés, ça fait 7. Donc on se retrouve avec 7 dans la stack. Et en clair, c'est comme ça que tout fonctionne en Wasm, ce qui est assez simple, au runtime, tout passe par la stack. Donc ça, c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas juste se dire en fait c'est magique WebAssembly et comment ça fonctionne. C'est aussi important de savoir comment ça fonctionne pour comprendre les limitations de WebAssembly. En WebAssembly, on a 5 types. Là, si vous savez bien compter, il n'y en a que 4 parce que j'en ai oublié un et c'est pas moi qui fais le design donc je ne le modifie pas, mais il manque le i32. Mais du coup, il y a 5 types, ce qui fait que quand on manipule une string ou une structure un peu plus évoluée en JavaScript, qu'on veut essayer d'envoyer vers du Wasm, il faut la transcrire en i64 ou des choses comme ça, ou dans des pointeurs vers des endroits mémoire dans notre mémoire Wasm. C'est pour ça que souvent j'ai entendu des gens qui disaient j'avais des problèmes de perf dans mon application front-end, j'ai vu que Wasm était plus performant et donc j'ai tout mis en Wasm. Et en fait, c'est toujours aussi pété. C'est parce qu'il y a le coût de transfert entre le Wasm et JavaScript pour faire l'encodage et tout ça. Ça a un coût. Donc en fait, parfois le Wasm c'est bien côté front-end, ça dépend des use cases. Voilà, c'était le secret. C'est tout pour moi, bonne journée, au revoir. C'est pas fini. Pourquoi en fait on ne parle pas souvent de cette syntaxe qu'on a vue là? Parce qu'en fait généralement quand on compile en Wasm, je vous ai un peu menti, c'est pas un fichier Wasm que je vous ai montré, c'est un fichier .wat. Le .wasm c'est un format binaire qui est illisible et donc vous n'allez pas vraiment vous attarder dessus. Le .wat qui est du WebAssembly text, il est lisible comme on l'a vu. Ce qui est pratique aussi c'est qu'on a des petits outils genre wasm to wat qui va prendre un fichier Wasm et qui sait le transformer en un fichier .wat pour voir ce qu'il y a dedans, si un jour ça vous intéresse et que vous faites du Wasm chez vous et que vous vous dites ah mais en fait qu'est-ce qui me met dedans et comment ça fonctionne, j'ai envie de me faire du mal et lire du Wasm, eh bien utilisez cet outil. Quelques cas d'usage côté back-end, parce que front-end il y en a quelques-uns mais moi c'est pas mon idée de m'attarder là-dessus aujourd'hui. Quelques cas d'usage assez intéressants, c'est par exemple un function as a service, on en voit de plus en plus des genres de function as a service en Wasm. Pourquoi? Parce que déjà, il y a plusieurs langages qui compilent vers du Wasm, c'est cool, et en plus de ça, on verra juste après, le Wasm c'est très sandboxé, donc on n'a pas accès à des colorisol, on n'a pas accès à accéder aux disques ou des choses comme ça, des I/O quoi. Donc c'est très sandboxé, donc c'est très bien si on permet aux gens d'exécuter du code sur notre infrastructure, c'est très bien que ce soit sandboxé. Il y a pas mal d'utilisation dans la blockchain pour les smart contracts. Toujours même idée, on peut développer dans n'importe quel langage et en plus de ça, on permet de faire des bindings un peu comme on veut au niveau de la blockchain avec le runtime Wasm. On peut aussi, comme une autre use case, créer des modules WebAssembly pour les exécuter depuis d'autres langages. Par exemple, imaginons
vous avez des librairies qui font de la cryptographie par exemple, et vous voulez les utiliser dans d'autres langages, vous les avez développés en Rust et vous n'avez pas envie de vous emmerder à les redévelopper dans d'autres langages, et ben, vous pouvez très bien compiler ça vers du WebAssembly et réutiliser ça dans d'autres langages. Ça se passe parfois mal. On va y revenir après. Aussi, dans la même idée, création de plugins pour étendre des outils. Par exemple, imaginons, c'est quoi le truc qui marche pas en JavaScript là, Webpack. Si on veut faire des plugins Webpack dans d'autres langages que JavaScript, on pourrait se dire, en fait, Webpack il accepte des modules WASM et ça pourrait être cool. Et voilà, c'est un exemple de plugin qu'on pourrait faire pour étendre des outils. Et un autre exemple, ça c'est un truc que j'ai eu à faire dans une de mes boîtes précédentes, c'est qu'on a utilisé le WASM comme une représentation intermédiaire pour un compilateur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en clair, quand on fait un compilateur, on a à chaque fois des représentations intermédiaires. Par exemple, Rust, il va compiler dans une représentation intermédiaire qui est compliant avec l'IR de LLVM, qui va, elle, après, permettre de pouvoir compiler sur différentes architectures. Et donc, WASM pourrait très bien être vu comme une représentation intermédiaire, c'est ce qu'on a fait. Si ça vous intéresse, on peut en parler après, mais je n'ai que 20 minutes et on m'a dit de les respecter. Alors, côté outils et librairies, petite liste non exhaustive. Là, côté front-end, j'ai juste mis les 8 parce qu'on s'en intéresse peu. Les 8, ça va être c'est le runtime, enfin, c'est capable d'exécuter du JavaScript, mais aussi du WASM, et c'est aussi un peu plus optimisé que les autres runtime pour en fait discuter entre JavaScript et du WASM, ce qui est logique en soi. Et côté backend, on a pas mal des runtime, on a quand même deux qui sortent un peu du lot. C'est Wasmer et WasmTime. Wasmer, la différence entre Wasmer et WasmTime, je dirais, d'expérience, c'est que WasmTime, c'est l'équipe qui a été réembauchée de Mozilla par Fastly qui s'en occupe, qui est autour de la Bytecode Alliance, qui est en fait une alliance qui bosse pas mal autour du WASM, et donc qui est aussi pas mal dans le comité de l'aspect de WASM, et donc dans WasmTime, s'il y a des nouveaux trucs dans l'aspect de WASM, on va les trouver plus rapidement dans WasmTime. Par contre, Wasmer, il fournit beaucoup de SDK, beaucoup d'ouverture, leur API est plutôt bien foutu pour en fait discuter avec d'autres langages et l'utiliser en Rust dans notre propre projet, ce qui n'est pas le cas en WasmTime parfois. Voilà, si je vais faire une différence. Et on a W3, ne me demandez rien là-dessus, je sais pas, il fallait que je mette un troisième logo. Voilà, et il y en a beaucoup plus en plus. Mais les deux principaux, c'est WasmTime et Wasmer. Alors, on revient au WASM. Tout à l'heure, je disais que c'était très pratique, par exemple, pour du functional service, parce que c'est un environnement sandboxé. Donc, il faut savoir que quand je dis que c'est un environnement sandboxé, ça veut dire qu'ici, on a notre WASM qui tourne dans le runtime. Le runtime, j'ai représenté par cette petite puce qui ressemble à un microprocesseur, et qui pourrait être Wasmer ou WasmTime, pour le coup. Et du coup, quand on exécute du WASM, en fait, on n'a pas accès aux I/O, donc pas accès au file system, pas accès au réseau, ce qui est un peu chiant quand on veut faire du functional service qui discute avec de l'HTTP ou des choses comme ça. C'est assez chiant. Du coup, ils s'en sont rendus compte qu'en fait, plus on voulait utiliser côté backend, plus il fallait un peu faire évoluer la spec et plier un peu le truc. Et ils ont sorti WASI, WASI, qui veut dire The WebAssembly System Interface. Qu'est-ce que ça fait, WASI? En fait, c'est un genre de API qui va dire, ok, à chaque fois que, c'est une spec, à chaque fois que j'utilise, j'appelle un FD open, donc file descriptor open, ou des choses comme ça, des appels système, ça va appeler des fonctions externes depuis mon WASM. Donc en fait, le compilateur va s'occuper de, ok, je vois qu'on appelle un file system, je vais remplacer ce call par un call vers une fonction externe qui est en fait décrit dans l'API de WASI. Donc je ne connais pas tous les prototypes de fonctions dans WASI, mais en clair, c'est juste des prototypes de fonctions qui disent, ok, pour un FD open, ça va appeler cette fonction externe, ce call externe, avec ce prototype-là. Un call externe en WASM, en clair, c'est un genre de binding, c'est-à-dire que ça appelle une fonction qui n'existe pas dans notre WASM, mais qui va être déléguée au runtime,
qui va dire coucou, je veux appeler cette fonction avec ce prototype. Est-ce que tu connais cette fonction avec ce prototype? C'est le runtime qui prend la suite. Et du coup, c'est le runtime, c'est au runtime à implémenter ces prototypes, ces fonctions WASI directement au sein du runtime. C'est pas directement dans la spec WASM, c'est au runtime d'implémenter ces fonctions. C'est pour ça que avant, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais avant on pouvait dire t'exécutes Wasmer sans WASI ou t'exécutes Wasmer avec WASI d'instancier. Et on va le voir juste après dans l'exemple, c'est que si on n'a pas WASI et qu'on essaye d'appeler une IO, par exemple avec Wasmer, c'est juste ça drop vers /dev/nul, ça fait rien, ça fait limite, ça fait pas d'erreur en fait. Ça part dans les oubliettes. Alors, petit exemple. Alors, ça va être compliqué. Excusez-moi pour le bruit. On va essayer de changer le thème pour que ce soit plus visible pour vous. Hop. Et on va essayer de... C'est pas plus visible? Attends. Est-ce que tout le monde voit là? Au bout? C'est bon? Magnifique, je vois des pouces en l'air. Du coup, petit exemple, on va utiliser sans WASI. Bon là, il y a plein de trucs commentés, mais on ne s'intéresse qu'à la partie non commentée. Donc, j'ai mon petit projet Rust avec une fonction qui s'appelle _start. Et dans mon cargo.toml, je dis que c'est une lib de type cdylib et static lib. Et j'ai cette fonction, et ce nomangle veut dire en fait tu vas pas me renommer cette fonction par une fonction A pour essayer de mettre moins de caractères ou d'optimiser, tu me gardes le nom de cette fonction. Donc si je fais pour compiler du Rust en Wasm, on fait un cargo build, hop, et là je dis comme target wasm32 unknown, c'est-à-dire que c'est juste du wasm32, il n'y a pas de WASI. Est-ce que vous voyez en bas là? Non, vous voyez pas en fait. Faut le dire les gars, faut suivre. C'est bon ou pas? Vous voyez? Ok, magnifique. Donc ça, je lance. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me compiler ce petit fichier avec ce start. Ça va me le mettre dans target, wasm32, debug. Et j'ai ce fichier wasm qui, si je l'ouvre, est illisible, mais j'ai un équivalent de fichier WAD que j'avais fait avant. Et on retrouve bien des petites instructions que je vous ai montrées tout à l'heure. Bon, il y en a plein parce qu'en fait, indirectement, il prend la librairie standard parce que, si on regarde dans mon livre, j'ai fait un println coucou. Donc ensuite, pour exécuter ça, on va pas mettre WASI, on va mettre unknown. Donc je l'exécute en prenant le fichier wasm avec le wasmer. Donc si je l'exécute, normalement, il est censé m'afficher coucou. Pourquoi j'ai appelé ça _start? C'est parce que c'est la fonction l'entry point de wasm et d'autres trucs par défaut. Donc là, on voit rien, on voit rien. Faut que je mette. Et voilà. Donc là, je vais wasmer, hop, je remets unknown. Si je l'exécute, en fait, il est censé m'afficher coucou, et pourtant il ne m'affiche pas coucou, et pourtant il ne me met pas d'erreur. C'est pas mon clavier de base. Comme je cherche de là. Mais bon, il ne met pas d'erreur parce qu'ici il met une petite flèche verte. Moi, c'est pas grave. Sinon il mettrait une flèche rouge. D'ailleurs, pour vous le prouver, allez, on va mettre un panique. Donc là, en fait, il était censé m'appeler coucou, sauf que c'est un IO, et donc en fait, il drop vers /dev/nul, il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on a compilé vers une target qui n'était pas WASI, donc qui n'ouvre pas, qui garde cet environnement sandboxé. Et là, j'ai mis un panique, on voit bien qu'il panique et que vous ne voyez pas forcément, c'est en bas, que ma petite flèche est rouge. Donc ça, c'était pour l'aspect sandboxé. Si maintenant, je veux vous montrer l'aspect non sandboxé, on va changer un peu. Je ne vais plus en faire une lib, je vais en faire un exécutable avec un main. Je vais vous montrer le main tout de suite, c'est juste un println hello. Et donc je vais devoir commenter cette petite chose. Si je retrouve mes touches de mon clavier. Hop, et là, du coup, au lieu de faire wasm32, la target wasm32 unknown, on va dire WASI. Donc ça veut dire qu'il va prendre en compte
ces appels systémiques. Donc là, je build, je me relance Wasmer avec, cette fois, le Wasm Wasm généré. Et là, il affiche bien Hello. Magnifique, c'était très compliqué. Donc ici, on a un println Hello. Donc là, c'était pour vous montrer l'aspect sandboxé et pas sandboxé de WebAssembly. On l'exécute côté backend. Tout ce que j'explique, encore une fois ici, s'adapte au côté backend parce qu'on ne peut pas utiliser WASI côté front-end, à ce que je sache. Alors, je vais garder le micro comme ça, c'est pas mal. J'ai l'air d'un crooner. Alors, ici, je vais vous parler des bindings, donc l'utilité par exemple de faire, par exemple, j'ai ma petite lib crypto qui est très compliquée ici, ma lib crypto ou ma lib très compliquée à écrire, elle fait juste une concaténation entre deux strings et me retourne cette concaténation. Et je veux faire l'utiliser, c'est donc du code que j'ai écrit en Rust, qui a été compilé en WebAssembly, je vais l'utiliser dans du Python. Comment ça se passe? La partie bête et méchante, ici j'ai une cube externe C, donc j'expose avec l'API C la fonction concat, qui va compiler vers un truc comme ça en WebAssembly. Déjà on peut se rendre compte que à gauche ici j'ai un first et un second, j'ai que deux paramètres. Ici j'en ai plein. Pourquoi? Parce que en fait lui, comme je disais tout à l'heure, on avait que 5 types scalaires, et ben lui il va convertir ça avec des pointeurs. Donc on va avoir un pointeur vers le début de la première string, la longueur de la string, et pareil pour la deuxième, et pareil pour les paramètres de retour. Du coup on ajoute des paramètres parce que en clair en WebAssembly on ne peut pas faire de retour multiple, on ne peut retourner qu'un élément. Et donc le trick qu'ils font, c'est que en fait les retours ça va être des pointeurs dans les paramètres qu'on lui passe. Donc, le résultat sera passé par un pointeur qu'on lui passe en paramètre. Et si je veux utiliser ça dans Python, là c'est marrant, donc si je veux utiliser ça vraiment de façon raw, à la mano, il va falloir écrire des trucs comme ça. Donc là on voit que j'appelle mon self.concat avec un caller avec mes pointeurs qui pointent vers de la mémoire dans mon WebAssembly, avec la longueur. Ensuite je récupère mon retour de fonction, je le load, je le transforme, je le décode, et tout ça, bref. C'est l'enfer. Moi, j'aime pas trop me faire du mal, donc j'ai pas trop envie de faire ça. Et donc, heureusement, ils ont inventé un outil, l'équipe de Fastly, du coup, avec la Bytecode Alliance, qui s'appelle WithBindGen. Et comme son nom l'indique, avec BindGen, ça génère des bindings. On reprend toujours la même fonction sur la gauche, sauf que maintenant, c'est un peu comme en gRPC, on a un fichier qui décrit, en fait, qui a un contrat qui décrit un peu la fonction qu'on va devoir utiliser et binder dans notre Python. Ici, c'est du coup, c'est avec un format qui s'appelle WIT, WIT, et qui, ici, par exemple, on décrit que c'est une fonction qui prend en premier une string, en deuxième une string, et qui retourne une string. Et avec cet outil WithBindGen, il va regarder ce point .wit, et il va générer un fichier bindings.py, et nous, en fait, après, on aura juste à appeler ce fichier bindings. Ici, on a bindings.input, on va appeler input, et du coup, dans notre input, on va retrouver concat, on doit juste lui filer le store, c'est un truc qu'on a auparavant créé, instancié, qui est par rapport au runtime Wasm, et on lui passe les deux paramètres tels quels, on ne doit pas faire de conversion de pointeur et tout ça, tout est automatiquement généré dans ce fichier bindings. Pourquoi j'ai un store et tout ça? Parce que si on regarde comment ça se passe au niveau de l'exécution de Python, j'essaie d'accélérer, je ne sais pas si je suis out of time ou pas, mais en fait, on a du Wasm, on a un runtime Wasm qui va s'exécuter depuis Python. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne va pas s'exécuter directement dans Python, c'est que ça va instancier un runtime Wasm, exécuter le WebAssembly et discuter avec le Python, avec les pointeurs mémoire et tout ça. On a vu tout à l'heure, sauf que ici c'est l'autogénérique. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, Wasmer c'est pas mal pour faire ça parce qu'ils ont plein d'API, pour directement se plugger dans Python, dans Java et dans plein de trucs comme ça. Donc ça c'est un petit plus pour Wasmer pour l'utiliser dans d'autres langages que Rust. Heureusement, ah oui, je sais pas si vous avez vu ici, mais on doit repasser par un système. Donc si je change cette fonction, je dois aussi changer ici, et moi ça me saoule, je suis très paresseux. Et donc là c'est un petit peu d'auto-promo. J'ai fait une lib qui s'appelle WithGen en Rust,
qui permet en fait juste d'annoter cette fonction et qui dit en fait qu'il va regarder cette fonction et qui va auto-générer lui-même le point 8. Et donc je génère un point 8 qui lui-même génère les bindings, mais comme ça au moins je ne change qu'à un endroit et j'ai pas à m'emmerder à gérer deux versions et tout. Et donc ça s'appelle widgen, et il y a juste à lancer Cargo Widgen Generate et hop, ça fait tout pour vous. Et c'est pas mal, et ça va être l'instant démo très rapide. Instant démo, qu'est-ce que je voulais montrer? Je repasse en mode lib parce que là du coup on ne veut pas un exécutable, on veut une lib qu'on utilise dans un autre langage. Pour rappel, Python. Je ne fais pas du tout de Python, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, et vous allez voir que ça marche. Du coup, je reprends mon lib.rs. Ça, en soi, on s'en fout un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce fameux with-bindgen, et je vais l'utiliser en même temps, non pas ça, je fais n'importe quoi, et je vais utiliser en même temps widgen, ma lib, là, le truc que j'ai mis là, pour ne pas me casser la tête à devoir écrire moi-même ce point 8. Donc comment ça se passe? Ici, ce qui fait Cargo with-bindgen, c'est qu'il permet de prendre mon fichier 8 qui est ici avec ma déclaration de fonction et tout ça. Il le prend, il va générer du coup lui-même des structures, c'est un peu à la gRPC comme on fait en Rust. Et du coup on a juste à implémenter la fonction qui va bien, qui s'appelle concat du coup parce qu'il l'a généré depuis le point 8. Et moi du coup j'appelle ma fonction concat dedans. Et si jamais je change ici, en fait, ça va régénérer un point 8 qui va rechanger aussi là, et donc ce qui est plutôt pratique. Donc là, je génère, si je le génère, en fait, on va voir qu'il va me créer un widgen.8 ici, c'est très bien, par rapport à ce que j'ai annoté dans mon lib.rs. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le with-bindgen, qui est une CLI, qui va prendre... on va se mettre dans Python, tiens. On va se mettre dans le directeur Python, qui va prendre, en fait, qui va dire ok, ça va tourner sur Wasontime Python, donc c'est un runtime exprès pour Python fait par Wasontime pour pas utiliser que Wasmer, et qui va générer, qui va prendre l'input du point 8 et qui va générer ce fameux bindings.py. Donc là je vais prendre un petit risque. Ça ne fonctionnerait pas, mais je vais faire quand même, qui va me générer ce fameux bindings.py. Donc dans le bindings.py, là, qu'est-ce qu'on voit? Tous les trucs dégueulasses que je vous ai montré tout à l'heure, que vous n'avez pas envie d'écrire. Par exemple, la concat, là, il va aller chercher des pointeurs et tout, le bazar. Hein. On n'a pas envie de faire ça. Du coup, j'ai un fichier main, on va dire, que j'appelle loader.python. Je ne fais pas de Python, hein, petit schéma. Qui va me configurer, donc là je dis que j'active WASI, que j'ai mon ACDR et tout ça, qui me configure mon linker et tout pour Wasontime, qui va me chercher le bon fichier .wasm que j'ai compilé en WASI, d'ailleurs que je vais recompiler avant de faire une connerie. Hop, on fait une target WASI, magnifique. Et donc là j'ai un nouveau fichier .wasm. Et là, je lui dis, tu vas concat hello et world et tu vas me print la réponse de ce concat qui va être exécuté en Wasm. Et donc, normalement, si vous suivez, ça devrait m'afficher hello world. Et ça m'affiche hello world. Magnifique. Je n'aurai pas les donc, tout ça pour dire que ça fonctionne, mais c'est pas encore très frais. Genre 8. La spec là, WIT, elle change, à l'époque elle changeait toutes les semaines, là j'ai un peu lâché le truc, mais elle changeait souvent, donc c'est pas très frais, ça fonctionne, mais de là à partir avec ça en production, faut y aller avec des pincettes. Côté tooling, on a des trucs WasmOBT qui optimisent le Wasm pour qu'il soit plus petit, Wasm2Wat, comme je disais tout à l'heure, qui prend un fichier Wasm pour le mettre en point WAT, donc en fichier texte, et Mscripton qui permet de compiler du Wasm vers du JS Complement ASM.js. Et c'est le moment où je vous remercie de ne pas vous être endormi. Merci beaucoup.